Salut, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'anime Platinum End. Il a pour genre action drame psychologique surnaturel et pour thème ange démon, jeu et super pouvoir du studio Signal MD. Je vais vous parler de cet anime car j'ai vu différents retours qui étaient assez négatifs sur cet anime et je trouve que beaucoup de personnes sont passées à côté de cet anime et je vais expliquer pourquoi moi j'ai apprécié personnellement. Platinum End, ça provient d'un manga du duo Oka Tsugumi et Obata Takeshi, qui ont notamment fait Death Note et Bakuman. Et le truc, c'est que les gens ont beaucoup apprécié Death Note et Bakuman, et beaucoup de personnes ont moins aimé Platinum End, et ils ont soit arrêté, soit continué, mais vraiment ils aimaient pas. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens passent à côté de cette œuvre, et je voulais vous expliquer du coup ce que j'ai aimé moi personnellement dans Platinum End. Et je trouve que ça vaut très bien Death Note pour avoir vu précédemment Death Note, parce que c'est le truc qui va le plus en rapport avec Platinum End, c'est Death Note. Sauf qu'en fait, Platinum End, c'est pas Death Note, c'est un anti-Death Note. On suit donc Mirai, un jeune homme qui a perdu toute foi en la vie depuis le jour où ses parents ont perdu la vie, et qu'il fut invité à vivre chez son oncle et sa tante. Et le fait qu'il soit reclus socialement, cela le pousse à se suicider, donc il saute d'une tour, sauf qu'il se fait rattraper par un ange, Nassé, qui va lui donner deux flèches, une rouge permettant de toucher quelqu'un et de le rendre amoureux, et une flèche blanche qui permet de tuer, ainsi que des ailes permettant de voler. Il va faire partie d'un sorte de battle royale avec d'autres personnes qui donc ont voulu se suicider et ont été sauvées par des anges qui leur ont donné des ailes et des flèches en fonction de leur niveau. Donc ça c'est un truc de base, et en fait, ce qui est intéressant c'est que Mirai, lui, il ne veut pas tuer, parce qu'en fait le but c'est d'être le dernier survivant pour devenir le dieu. C'est un truc assez différent du coup de Death Note avec le personnage de Light. En fait, Mirai c'est vraiment un anti-Light, il ne veut pas tuer, et même s'il préfère mourir pour les autres, même si c'est dans son intérêt, il va tout faire pour ne pas tuer, il préfère limite mourir lui-même que tuer les gens. Et c'est quelque chose qui va rester un peu toute l'histoire, c'est vraiment le héros qui va essayer de défendre les gens en ayant la possibilité de les tuer pour être tranquille contre d'autres personnes, mais il va essayer de sauver en fait les gens et qu'il n'y ait pas de mort, que toujours essayer d'avoir une discussion pour éviter ce qui peut se passer. Alors déjà, ce que je voulais te dire, c'était que la production est bonne. Il y a quelques passages qui sont un peu spéciaux avec de la CGI, mais franchement, ça rend bien dans l'ensemble. C'est vraiment une bonne prod, j'ai bien aimé. Les OST sont sympathiques aussi. Il y a des bonnes OST, pas toutes évidemment, mais comme de bonnes OST. Mais du coup, donc au niveau de la production et des OST, c'est vraiment bon. Ça va très bien. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé aussi dans Platinum, c'est que ça m'a fait vraiment penser à Parasite. En fait, on a vraiment un personnage principal qui ressemble vraiment à Shinichi, et Nassé qui ressemble un peu à Migi aussi, sur différentes choses. Parce qu'en fait, c'est vraiment un personnage qui est inhumain dans sa façon de penser, mais qui est proche à la fois des humains, c'est un peu spécial. Et elle a un grand rôle. Et en fait, on doit avoir ce nouveau truc qui va arriver dans la vie de quelqu'un qui a une vie assez banale, on va dire, qui est amoureux de quelqu'un mais qui n'ose pas le dire depuis des années. Et c'est exactement le cas avec Saki, qui va donc avoir aussi elle un rôle dans l'histoire, parce qu'elle va être aussi dans ce Battle Royale. Et donc voici un premier arc, la première grande partie, on va avoir un antagoniste vraiment méchant. Et cet antagoniste, c'est Metro Polyman. Et en fait, Metro Polyman, en fait, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'en fait, chaque fois qu'on prend un personnage, on ne sait pas pourquoi il a voulu se suicider, et on l'apprend au bout d'un moment, mais on essaie de théoriser dessus, mais il y a toujours des choses qui nous surprennent. Et du coup, Metro Polyman, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment apprendre à le détester en fait. C'est un personnage qui est hyper mégalomane, qui est hyper égoïste dans sa façon de penser, et d'un autre côté, il se fait passer pour un héros, et vraiment, il est manipulateur, il est vil. En fait, il reprend tous les clichés de la société, on va dire, bourgeoise, dans plein d'aspects. Vraiment, l'aspect de la personne qui a de l'argent parce qu'elle est égoïste, qu'elle manipule, qu'elle écrase des gens. C'est vraiment le personnage de Metro Polyman. Et en fait, on va apprendre petit à petit
pourquoi il est comme ça, mais surtout, en fait, on va surtout l'apprendre vers la fin, qu'on va vraiment rentrer dans l'apothéose du personnage, parce qu'en fait, ce qui marche vraiment bien, c'est que, bah, du coup, on le déteste vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah, du coup, si on compare à Death Note, ça fait un peu penser au final à Light, sauf que c'est un antagoniste, cette fois-ci. Parce que dans Death Note, Light, même s'il tue des gens, il fait tout ça pour son bien personnel, il est égoïste, et bah, en fait, elle qui l'affronte, lui, c'est censé être l'antagoniste dans l'histoire, vu qu'on le suit moins, et voilà, alors que bah, du coup il défend le bien, et bah du coup Light, on peut le considérer comme un protagoniste, sauf que bah du coup Metro Boomin c'est un antagoniste, mais ils ont les mêmes convictions, on va dire, c'est vraiment des personnes manipulatrices, assez intelligentes quand même, mais qui réfléchissent vraiment, qui agissent de tellement de stratégies différentes juste pour arnaquer les gens et assouvir leurs propres envies. Et en fait, ce qui donne que on a du mal à détester Light au final, vu qu'on le suit beaucoup. Mais là, on arrive bien à le détester en tant qu'antagoniste, et c'est important, parce que bah, du coup, ça montre qu'ils ont réussi à faire cela. Et du coup, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que il va mourir dans une scène magnifique. La scène montre vraiment la folie de l'homme. Vraiment, il est on sent qu'en fait c'est la fin pour lui, et malgré ça il a toujours des idées de fou pour essayer de survivre, mais en fait on dirait qu'il se bat pour rien, parce qu'en fait il se bat pour sa petite sœur qu'il a accidentellement tuée en évitant qu'elle sorte un peu de chez elle pour rencontrer des gens qui considérés comme pouilleux, comme des pauvres, des parias. Et le truc c'est que il avait un amour un peu obsessionnel pour sa sœur, et sa mort lui a fait devenir suicidaire. Il a été sauvé, mais il est devenu mégalomane encore plus que ça. Il s'est inventé quelque chose en mode que c'était à cause des pauvres, alors que c'est vraiment la faute de lui que sa sœur était morte. Et il est rentré dans un jeu de la psychologie de la folie, en fait, tout simplement. Et ça résume bien, parce qu'en fait, le personnage depuis le début, c'est qu'en fait, il est très intelligent, très manipulateur, tout ça, mais en fait, il a un peu des envies folles, démesurées, et c'est le personnage en lui-même qui est comme ça. Et vraiment, c'est très pertinent. Et du coup, la fin de cet arc, déjà pas beaucoup de gens l'ont vu, parce que beaucoup de gens ont arrêté dès les premiers tomes du manga, ou dès les premiers épisodes, parce qu'en fait, ils ont l'impression de voir un Death Note. En fait, ils comparent à Death Note, mais ils comparent le fait que là, c'est beaucoup moins. Enfin, c'est des personnages qui sont à la base beaucoup moins sérieux dans l'histoire, mais plus, on va dire, un peu grotesque. Et en fait, ça, c'est qu'en fait, c'est la façon dont ont écrit l'histoire, les auteurs, c'est que ils ont fait quelque chose pour que, oui, c'est un peu grotesque au départ, mais ça va servir pour l'histoire. En fait, on va comprendre pourquoi les personnages sont grotesques, parce qu'en fait, c'est l'humanité. C'est les gens. En fait, ce qui est intéressant avec le gamin, c'est vraiment un reflet de l'humanité. Et quand on voit des personnages grotesques, en fait, certains doivent se voir eux-mêmes, ou je ne sais pas, mais ils doivent imaginer que. En fait, le truc, c'est que dans Platinum, il y a des personnages grotesques, mais on va apprendre que. Enfin, en fait, ils touchent à chaque fois une partie de l'humanité. Ils touchent bah, les personnes qui sont moches, les personnes qui sont dépressifs, les personnes qui sont addicts aux réseaux sociaux, les personnes qui sont isolées socialement, et même après, dans la deuxième partie, d'autres personnages qu'on va voir au fur et à mesure. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, la fin de cette partie 1 se fait par bah, du coup, la mort de Metro Boomin, qui est magnifique et qui justifie tout ce qui s'est passé depuis le départ pour cette première partie. Et ça stoppe l'histoire en deux, parce qu'en fait, la deuxième partie est totalement différente. La première partie, c'est vraiment une partie beaucoup plus dans le combat, dans en fait l'utilisation des pouvoirs des flèches, qui sont pour le coup plutôt intéressants. Il y a de bonnes idées, parce qu'en fait, on joue beaucoup sur le fait que Mirai il veut pas tuer, donc en fait, Metro Boomin joue de ça pour essayer de le manipuler pour bah, que en fait il arrive à le tuer d'une autre façon. Mais grâce à différentes techniques liées aux flèches, il y a toujours des choses qui se passent qui sont imprévues, mais qui sont très bien gérées et qui restent cohérentes au final. Faut juste bien lire tout ce qui se passe dans les milieux d'épisodes, etc., quand on explique un peu plus les flèches. C'est vraiment, ça aide beaucoup à comprendre un peu plus l'histoire et à voir que c'est bien construit. Et je dis ça parce que ça rappelle un petit peu l'histoire pour Death Note, avec les règles du Death Note qui étaient présentées durant l'épisode, un peu de cette façon aussi.
Et c'est pour ça qu'on peut aussi les relier encore plus ces deux œuvres. Et donc la mort de Metro Polyman, elle ressemble un petit peu à la mort de L dans Death Note, parce que du coup c'est l'antagoniste qui meurt face au protagoniste, qui était donc dans Death Note Light, qui lui a un comportement de méchant, on va dire, et là c'est Mirai qui reste, qui a un comportement de gentil. Mais les deux sont des protagonistes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment, on voit vraiment que tout a été pensé pour faire l'inverse de Death Note. C'est-à-dire que dans Death Note, on a des personnages sérieux, et maintenant on a des personnages grotesques. Le personnage principal est gentil et ne veut pas tuer, contrairement à dans Death Note, où il veut tuer beaucoup de gens sans concession, sans penser aux gens en fait. Et au contraire, dans le côté méchant, dans Death Note, on a elle qui lui veut vraiment sauver les gens en arrêtant donc Light, et dans Platinum End, on a Metro Polyman qui veut au contraire, lui il s'en fiche du moment qu'il a le pouvoir, etc. C'est vraiment comme Light en fait. Mais du coup, vraiment dans la forme, on garde les mêmes idées entre les deux œuvres, mais les gens n'ont pas aimé cette partie 1, le départ, parce qu'en fait, pour la plupart, je pense qu'ils n'ont pas aimé le fait que les passages soient un style un peu grotesque, un peu. Au départ, ils sont pas hyper intéressants pour certains. Par exemple, Saki ou Mirai n'ont pas de grande personnalité au départ, mais c'est fait exprès, parce qu'en fait, on va déjà la développer par la suite. Mais surtout, c'est pour vraiment représenter la société et la conviction qu'il a le personnage plus en avant. C'est très bien fait. Et en gros, le plus intéressant dans Platinum End, ce n'est pas la partie 1, même si la fin de la partie 1 est vraiment un moment marquant. Et déjà, rien que voir cette fin de partie 1, vraiment un gros moment. Et c'est dommage que les gens n'ont même pas pu arriver jusqu'à là parce qu'ils n'ont pas apprécié. En fait, ils ont comparé à Death Note, ce que je fais aussi dans cette vidéo, mais ils ont gardé que les côtés négatifs, j'ai l'impression, et ils ont pensé que c'était moins bien que Death Note, donc c'était nul. Alors que, en fait, pas du tout, c'est limite sur certains points meilleur que Death Note, et notamment cette partie 2, qui est pour moi, mais excellente, parce qu'en fait, elle change totalement du départ. Le départ, on a vraiment quelque chose d'assez, on va dire, shonen Neketsu no Ide, où on a un battle royale, mais on a des règles de pouvoir, on suit vraiment, du coup, le héros contre les méchants, mais et voilà quoi, c'est un peu l'idée vraiment. Donc à la fin de cette partie 1, un peu comme Death Note, on tue l'antagoniste principal de l'histoire, le méchant, celui qu'on pensait qu'il allait rester jusqu'à la fin, et après, cette deuxième partie, donc dans Death Note, c'est une partie un peu plus compliquée, où t'as deux nouveaux personnages qui viennent, etc., mais elle est globalement un petit peu moins pressée que le départ, sauf la fin qui est vraiment encensée, mais dans Platinum, c'est beaucoup mieux la partie 2 que la partie 1 parce qu'on rentre vraiment dans un délire en fait philosophique. C'est-à-dire qu'on rentre dans une partie où les personnages vont essayer, vu que du coup maintenant le personnage méchant qui voulait détruire tout le monde est parti, maintenant on va avoir des personnages qui veulent vivre. Enfin, qui veulent vivre pas tous, mais qui ne veulent pas tuer. Ou pour certains, ils veulent tuer mais ils ne le disent pas. Et c'est ça qui est encore plus psychologique, c'est qu'en fait, du coup, on a un enfant qui lui tue en fait les personnes qui vivent avec lui parce qu'il leur demande. En fait, c'est un personnage qui a 12 ans, je crois, et il aborde à lui seul le sujet de l'euthanasie. Et il l'a fait d'une façon remarquable. Parce qu'en fait, c'est un personnage qui aime les gens, mais qui lui ne s'aime pas spécialement. Mais dès qu'il sent que les gens sont malheureux, il les aide à se suicider et afin qu'ils trouvent le bonheur, on va dire, dans le décès. Mais toute cette logique qu'il va avoir va être un peu remise en question par certaines choses en fait. Mais cette partie 2 elle est marquante par les personnages qui arrivent, donc lui, ainsi que du coup le personnage qui est donc un scientifique qui est extrêmement renommé, mais qui lui est quelqu'un de phobique social concrètement, mais qui donc calcule tout, il est fort en tous les domaines, et ce qui donne qu'il a des prix Nobel, etc. Il est invité dans des séries mondaines, mais lui ça ne l'intéresse pas, lui ce qu'il veut c'est toujours être dans la science, et en fait tous ces séries mondaines, etc., ça l'a un peu détourné de ce qu'il voulait, et ça l'a emmené à vouloir se suicider. Bon, il a été sauvé du coup par un ange, et cette fois, maintenant qu'il a un peu au final tout fait dans la science, tout fait dans la vie, en termes de recherche, qu'il n'a plus d'idée de quoi faire dans la vie, et il veut maintenant expérimenter la mort. Et c'est pour ça qu'il va
C'est pour ça que dans sa participation à ce Battle Royale, il va tout simplement essayer de provoquer la fin, c'est-à-dire qu'il veut que, bah déjà il veut dans un premier temps mourir, mais il veut mourir aussi en provoquant la fin du coup des dieux, parce que donc tout ce Battle Royale, l'objectif c'est d'avoir un dieu qui le remplace, l'ancien. Sauf que bah d'après ce qu'il pense, il peut, si tout le monde se tue en même temps avec un certain timing, qu'il n'y ait pas de nouveau dieu. Parce que lui, pour lui, il n'y a pas de dieu. Ce dieu-là qui est le gagnant de ce Battle Royale, pour lui c'est un faux dieu. C'est pas c'est un dieu qui est créé par les hommes. Enfin, c'est un faux dieu et qui est fait pour des besoins, mais pas, c'est pas un vrai dieu. Et donc, il veut tout simplement bah, révéler un peu la supercherie. Et donc tout ça, ça va mener à tout ce qui concerne la fin. La fin qui est en fait que, bah, enfin, l'épisode juste avant la fin, c'est qu'ils arrivent finalement à une décision qui est d'emmener l'enfant, qui a 12 ans, qui voulait en fait, bah, du coup, tuer les personnes qui le souhaitaient en fait. Mais sinon, il voulait. Enfin, il fait ça pour s'occuper des gens de la meilleure des façons possibles. En fait, ils vont le mettre en tant que dieu. Et au départ, on pense que c'est un bon choix parce que c'est un peu justifié au fur et à mesure. Mais le truc, c'est que son but de tuer les gens qui le veulent ne va pas s'estomper en montant donc aux cieux, parce que donc il va devenir un dieu. Et donc dans la fin de l'histoire, en fait, il va lui-même mourir. Il arrive finalement à se rendre compte que malgré les sourires pas des protagonistes, enfin de personnes en fait, il se rend compte que bah, y a une grande majorité de gens qui souffrent en silence et qui ne pourront jamais arrêter de souffrir, sauf s'ils meurent. Et donc il va se suicider, ce qui va provoquer la fin du monde en fait. Les personnes vont mourir une par une. Et en fait cette fin, elle est vraiment spéciale parce qu'elle est logique, mais elle est surprenante. En vrai, pour résumer Platinum M, c'est vraiment une très bonne histoire qui vraiment se regarde en entière, parce que si on regarde le début, on peut être un petit peu déçu de toute la partie au départ qui semble un peu loufoque. En fait, on comprend, c'est pour plus ressembler aux émotions humaines que cela a été fait. En plus de ça, il y a également les personnages qui sont pas spécialement attachants au départ, mais en fait, ça dépend comment on les perçoit en fait. Parce que si on perçoit Saki et Mirai comme des personnages un peu qui sont moins badass ou je sais pas quoi et qui sont plus faibles parce qu'ils veulent pas tuer, bah c'est vraiment s'arrêter à la première impression et se bloquer dans l'optique qu'on va pas aimer l'histoire, parce qu'en fait concrètement le plus courageux de l'histoire c'est Mirai, c'est la personne qui, malgré le fait qu'il peut mourir à tout instant en se sacrifiant pour les gens, il le fera. Alors que Metropoliman, lui, c'est quelqu'un de hyper stratégique, tout ça, assez badass dans l'idée, via son chara design, etc. Mais c'est une flippette, il ne veut pas mourir. Et sa fin est vraiment la preuve que il panique face à la mort, alors que Mirai, lui, est très calme et toujours posé. Alors que, bah, concrètement, il en impose beaucoup moins visuellement et dans sa façon de communiquer, etc. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Mirai, c'est vraiment le protagoniste gentil qui veut sauver les gens, mais qui reste toujours sérieux face à l'ennemi, même si il n'a pas de flow spécifique, etc. Saki, pour le coup, elle, c'est plus un personnage de soutien au protagoniste, mais son intrigue est intéressante aussi. Son intrigue au départ, elle se sent inutile en fait, tout simplement, parce que bah, elle n'a pas de flèche en fait. Et bah, c'est son ange qui va essayer de se démener pour l'avoir. Et finalement il l'obtient, et grâce à ça elle peut aider les autres. Et aussi on a un autre personnage qui est donc Mukaido, qui est le daron en fait. Lui en fait il a un peu une vie en demi-mesure, c'est qu'il a une vie de famille qui semble incroyable, mais il a un cancer en phase terminale, il va bientôt mourir, et en fait il va tout donner jusqu'au bout pour protéger sa famille, en bah, du coup essayant de tuer Metropoliman, qui est en fait un danger pour l'humanité à ce niveau, parce qu'en fait il tue des gens sans concession, etc. S'il devient dieu, il peut avoir des flèches illimitées, donc il peut tuer qui il veut, il peut faire un massacre, et bah, en fait il va se sacrifier pour sa famille. Et ça va se sacrifier donc dans la scène où Metropoliman meurt, parce que c'est grâce à Mukaido qui meurt. Il y a juste une l'aide de Mirai et de Saki qui aide un petit peu à bloquer Metropoliman. Et c'est Mukaido qui tire sur la rafale alors qu'il est en train de mourir. Mais il fait ça juste pour sa famille. C'est vraiment aussi un personnage. Lui, pour le coup, c'est peut-être le personnage le plus shonen d'histoire. En fait, tout ça, c'est pour dire que
les personnages qui semblent pas spécialement incroyables à base, c'est ceux qui font les plus grands actes. Et c'est un peu comme dans la vie, en fait, c'est les personnages un peu de l'ombre qui en font le plus. Et il y a beaucoup de choses en fait à analyser dans Platinum, ça part un peu dans tous les sens dans les choses analysées, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont traités autour de la vie et de la mort, parce qu'en fait ça touche beaucoup de choses, la vie et la mort, ça peut toucher de l'économie, ça peut toucher vraiment de tout, et Platinum arrive à faire ça vraiment d'une bonne façon. Vraiment, je pense que Platinum, faut être dans un mood particulier pour l'aimer. Si vous aimez bien Parasite, et que même si vous appréciez Death Note, s'il y a un truc qui vous semble au départ un peu moins intéressant, vous ne dites pas que c'est le truc le plus nul de l'histoire, etc., et que je le drop, etc., et bah dans ce cas-là, vous pouvez aimer Platinum M. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Parasite, etc., mais dès qu'ils ont vu que il y a deux, trois petites choses qu'ils aiment pas, comparé à des notes où ils ont beaucoup aimé, ils se sont dit direct, c'est nul, j'arrête, etc. Alors que, bah franchement, pour avoir vu toute la série, il y a beaucoup de choses, beaucoup de moments marquants. La deuxième partie, qui est vraiment sur la partie philosophique, qui est incroyable. Il y a des retournements de situation qui sont logiques, mais qui sont très bien amenés, des scènes très marquantes, et le final également, il pose des milliers de questions. C'est vraiment un final qui... Vraiment, c'est un truc de fou, comment c'est deep, mais ça... Et ça répond à tellement de choses, mais ça laisse tellement perplexe, ce final. Vraiment, c'est assez particulier. Donc pour tout cela, je vous recommande Platinum End, parce que pour moi, vraiment, c'est pas un sous-Death Note, c'est un anti-Death Note. C'est quelque chose qui a été pensé vraiment comme son inverse, et ça touche du coup des thèmes assez différents. En fait, on garde la structure, les typologies de personnages, mais on inverse le tout. Et on le fait d'une façon très bien pour que ce soit cohérent, etc., avec une histoire cohérente. Mais du coup, c'est vraiment ça. Et bah, ça permet, parce qu'il y a certains thèmes qui ont été traités dans Death Note, qui n'ont pas été traités dans Platinum End, etc. Parce qu'en fait, c'est vraiment deux œuvres qui, je pense, peuvent cohabiter ensemble. Les gens ont juste dit, oh, dans Death Note, les personnages sont très sérieux au départ, et au final, ce qui donne, c'est que Death Note, beaucoup de gens parlent de la partie 1 et ils aiment moins la partie 2, mais dans l'ensemble, ils retiennent la partie 1 quand ils disent que c'est un truc exceptionnel. Alors que là, c'est peut-être plus l'inverse. C'est les personnes qui n'aiment pas la partie 1, donc ils arrêtent, mais la partie 2 est meilleure. Et donc, ça fait en fait l'inverse de Death Note, sauf que, bah, ça pourrait être similaire, ça pourrait être genre vraiment une partie bien et une partie mauvaise, et une partie mauvaise, une partie bien. Vu que les personnes s'arrêtent à la première, ils vont considérer que l'œuvre est nulle alors qu'elle est à un niveau similaire à Death Note. C'est juste qu'en fait, les gens retiennent le départ, ils retiennent la première chose qu'ils voient. Toute la partie psychologique que les gens n'ont pas pu voir, et toute la partie philosophique, tout simplement, c'est vraiment dommage. Genre vraiment, c'est juste à cause de certaines choses qui sont pensées pour la suite, mais les personnes n'ont pas accroché. Après, il y a d'autres trucs aussi, on ne peut pas tous apprécier Platinum End, il y a quand même certains défauts, mais il y a des personnes qui, je suis sûr, qui pourraient vraiment apprécier la suite, mais qui sont restées bloquées sur certains aspects, et c'est trop dommage, parce que vraiment c'est une œuvre exceptionnelle et qui raconte tellement de choses. Et voilà, c'était un peu pour faire une vidéo qui explique mon avis global sur Platinum. C'est assez décousu, j'en suis désolé, j'aime pas encore tout explorer, parce qu'il y a trop de choses à dire, et en fait déjà je me perds bien assez. Mais voilà, je vous conseille vivement de regarder Platinum, et si vous le regardez, bien sûr, de regarder jusqu'au bout. C'est vraiment une des œuvres où je me dis, il faut continuer en fait. C'est vraiment très brillant sur tellement d'aspects. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est qu'à n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut!